Vers vous là-haut. Bonjour. De par votre parcours, est-ce que vous auriez des idées à proposer sur un autre monde qui est en crise, c'est la recherche, par exemple en France? Parce que, visiblement, le CNRS a de gros problèmes de financement ou à se faire reconnaître. Est-ce que vous auriez des idées pour, proposer des solutions sur des structures de recherche qui laissent plus de liberté à certaines personnes ou... Enfin, c'est une question dont j'ai été, exempté. Une chance étonnante que, étant donné mon année de naissance et mon âge, j'ai pu avoir tant d'années dans un endroit qui avait des règles différentes. Et quand on parlait de la France, c'était vrai à un degré moindre aux États-Unis. Maintenant, aux États-Unis, c'est comparable. Et la compagnie IBM a été un centre de recherche extrêmement large à l'époque où IBM avait un monopole. Quand IBM a perdu son monopole, ils n'ont pas continué à subventionner la recherche pour tout le monde. Donc IBM a fermé ce centre de recherche. C'est une chose presque bizarre pour moi d'être arrivé à IBM quand ça a commencé, d'être parti quand le rideau était baissé. Le rideau reste baissé, IBM ne fait plus de recherche, Bell n'existe plus, et ces grandes compagnies américaines qui, pour des raisons variées, qui sont très compliquées, et étaient tout à fait liées à leur degré de dominance du marché, le système de recherche est beaucoup, beaucoup plus restreint. Et vous voyez tous les gens de mon âge et qui sont récompensés pour travaux faits il y a 20 ans, qui disent avec mélancolie que maintenant ils n'ont pas pu le faire parce que il y a des gens qui sont très inquiets ou des gens qui demandent des preuves que ce qu'on va faire va réussir. Si on me demandait à moi de donner des preuves que ce que je vais faire va réussir, je n'aurais rien fait. Parce qu'en fait, toutes mes choses avaient toutes les raisons du monde d'être fausses, des idées en l'air, sauf que c'était vrai. Bien, monsieur. Merci. Alors, je suis ravi de pouvoir vous poser une question. Ça fait longtemps que je suis vos travaux. Donc, vous qui avez une longue expérience scientifique, donc derrière vous, j'ai une question un petit peu philosophique finalement. Pensez-vous que les mathématiques que le monde soit mathématique au sens fondamentalement, ou pensez-vous que les mathématiques ne soient qu'un langage, en fait, un outil, comme le disait M. Fleury, le dernier intervenant, qui permet d'expliquer, donc partiellement, des fois de façon partielle, le monde, comme le langage oral peut le faire, en fait. Enfin, je n'ai pas besoin d'une théorie générale de ce fait. Je parle du principe qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles les mathématiques permettent d'expliquer de façon étonnante des choses qui a priori paraissent très compliquées ou même qui ne paraissent pas. Par exemple, toutes ces choses de mathématiques de 1880, 90, 1910 qui étaient faites exprès pour être incompréhensibles, exprès pour détacher la physique et les mathématiques pour rendre des maths pures. Eh bien, ces modèles de maths pures sont inclus des outils innombrables que j'ai utilisés à des usages aussi impurs que possible. Donc, je n'ai pas de réponse générale, mais mon attitude est qu'il est bon qu'il y ait des gens qui fassent mathématiques très très pures, mais qui disent que mathématiques, par principe, les maths sont pures. C'est historiquement inexact. Toutes les maths sont venues des choses très pratiques à l'origine, et même les efforts les plus grands pour le rendre incompréhensible semblent être très mal récompensés. C'est une chose dynamique pour laquelle il n'est pas important de donner une réponse philosophique. Madame, juste là. Bonjour, je suis remerciée d'être là et vraiment votre film m'a bouleversée. J'ai 4 questions. La première question. Vous ne pouvez pas les résumer en une seule question Oui. pour laisser la place. Merci. Est-ce que le fait qu'on peut créer un modèle virtuel, est-ce que ça peut enlever le problème de subjectivité quand on étudie, quand on mesure, quand on expérimente? Parce que dans l'expérimentation, souvent, la personne qui expérimente, il intervient et ça change le résultat. Ça, c'est la première question. Et j'imagine avec votre système, on peut retirer
une partie de cette subjectivité? Bien sûr, tout dépend des données. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est... Permettez, OK. je préfère répondre. Je ne sais pas. J'ai souvent eu cet obstacle, mais quand je l'ai trouvé, je suis allé ailleurs. Disons, je ne suis pas lié à un problème et je n'ai pas décidé que je passerais ma vie à comprendre ça. Si ce problème était incompréhensible et ne répondait pas, je fais autre chose. Et souvent, je reviens au premier. Donc, j'ai mené une carrière très compliquée pour éviter ce problème. Bien. Mais je trouve que c'est extraordinaire parce que vous suivez toujours ce que ça vous montre. Vous comprenez, c'est pas vous qui montrez les choses, c'est vous suivez le processus. C'est ça qui est très enrichissant dans cette procédure. Vous comprenez? Je pense que je comprends. Mais la deuxième question, c'est quelle est l'application de l'univers? L'univers, on dit toujours, c'est infini, mais unbounded. Et maintenant, on sait que l'univers constamment ça croître. C'est sans cesse en train de grandir. Est-ce que l'étude de fractal peut expliquer ou nous aider à voir l'univers mieux qu'avant? Absolument. Enfin, il y a très longtemps que je donnais un modèle de la distribution des galaxies, qui est un modèle dont les astronomes disent qu'il n'est pas valable, sauf sur une petite zone de taille. La zone de taille augmente tout le temps. Alors, eux, ils me disent mon modèle est faux, et moi je dis ce modèle est vrai sur une zone de plus en plus large. Donc c'est une question de mots. Et le fait que par mes méthodes, on peut représenter la distribution des galaxies de façon étonnante, sans introduire beaucoup de paramètres, juste un, me satisfait. Et puis bon, d'autres choses comme ça. Dans ce domaine de l'astronomie, c'est particulièrement frappant. Troisième question. Pour l'individu. On vous laisse juste cette troisième question, Madame. Okay. Après, il faut laisser la place. Chaque individu, on est similaire, mais unique. Est-ce que l'étude du fractal peut montrer comment chaque personne est individuelle? Non. Et pourquoi? Bien. Alors, merci, c'était très court, ça me va très bien. Merci. Bonjour. Les théories de l'échelle à l'échelle macroscopique ne s'applique pas quand on passe à l'infiniment petit. Bon, on parle de la mécanique quantique. Vous, avec votre théorie, vous semblez passer du plus grand au plus petit. Donc, est-ce que le fractal peut être un outil dans l'infiniment petit, autrement dit dans les nanotechnologies? Je n'ai pas très bien compris la question. Je n'ai pas compris la question. Oui, je veux dire, est-ce que la théorie fractale peut s'appliquer dans l'infiniment petit, autrement dit dans les nanotechnologies, par exemple? Est-ce que la théorie quantique peut emprunter votre théorie fractale pour résoudre un certain nombre de problèmes? Oui, enfin, dans beaucoup de questions sur l'infiniment petit, la fractale intervient de façon très très forte et beaucoup de gens y croient ferme. D'autres, au contraire, ont un préjugé, ils veulent éviter ce problème. C'est comme Hermite qui évitait que la peste des courbes non différenciables. Ils disent la même chose, mais en termes plus cachés. Mais la question, il y a une question générale pour laquelle je veux faire une remarque, c'est que je suis pas un théoricien, en ce sens que j'ai pas le désir de créer une science s'appliquant sans correction et sans modification à tout. J'ai un désir beaucoup plus modeste de remplacer un désordre absolu, le désordre de la plupart des choses pratiques, par une simplicité. La simplicité s'introduit de façon progressive. C'est pour ça qu'il y a ces discussions entre astronomes et moi, depuis des années et des années. On est d'accord et on parle en termes différents. Eux, ils disent c'est pas une loi de la nature parce que ça s'applique pas de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je dis je m'en fiche. Si ça s'applique à une grande zone dans laquelle ça donne des choses utiles, très bien. Et alors, par exemple, l'application de mes choses sur les nuages, qui ont été faites pour les nuages sur Terre, ils ont été appliqués de façon extrêmement puissante à des nuages intergalactiques.
Et en fait, là, il n'y a pas de... l'infini est beaucoup plus grand, si on peut dire. L'infini commence très très tard. On n'est pas borné par la dimension de la Terre. Donc, encore une fois, n'étant pas dogmatique, mais étant extrêmement flexible, je ne me soucie pas de ces questions. Je les connais, je les reconnais, je ne les méprise pas, mais elles ne m'inquiètent pas. Ici, une question. Bonjour. Est-ce que vous vous êtes intéressé au changement climatique? Vous nous avez montré des études sur les crises financières. Quel est votre point de vue sur la crise climatique? En fait, le changement climatique viendra après description climatique, mais bien sûr, je me suis intéressé à ça, en fait, très tôt dans mes travaux. J'ai étudié ce que j'appelle l'effet Noé. Le fait que la rivière Nil semble changer de caractère de siècle en siècle. Et on le sait très bien parce que les dynasties égyptiennes souvent correspondaient à une période très humide, une période très sèche, et que le gouvernement changeait suivant que la quantité d'eau qui arrivait. Alors, donc c'est un problème qui est au centre de ma pensée depuis très très longtemps. Alors, dans le cas des climats indiqués donc par mes travaux sur le Nil, et qui ont été acceptés de façon générale, enfin tout le monde l'accepte comme une chose évidente, on pense que c'était un découvert par Bernoulli ou un autre Bernoulli ou un troisième Bernoulli, mais c'est donc le même procédure. Dans le cas des changements provoqués par l'homme, c'est plutôt l'inverse. Souvent je vais dans des laboratoires, on me montre des diagrammes de telle et telle chose, en me disant que tout ça est représenté très bien par des modèles archiclassiques. Or, il n'y a rien qu'à regarder leurs images, on voit qu'il y a des choses différentes qui se passent. Tout se passe dans une bande comme ça, et puis tout à coup, poum, ça commence à être comme ça. Alors je dis, est-ce que vous avez regardé la probabilité pour que ceci existe en continuation? Bon, il me raconte de longues histoires que je ne comprends pas, c'est pas mon métier, mais enfin, je penserais plutôt là que c'est pas une question de décrire ce changement par la mathématique. Ce changement n'est pas un changement naturel d'un système physique, mais une intervention de l'homme dans le système physique. Donc, il y a toutes sortes de niveaux, de degrés entre l'étude de l'inévitable de la nature ou l'étude de l'action de l'homme. Une autre question. Bonjour, une toute petite question historique. On dit dans le film que c'est vous qui avez inventé le terme de fractal. Je voulais savoir si vous avez eu des hésitations à ce moment-là et eu d'autres envies de termes que ça. Oui, enfin, l'idée générale était que je partais d'un concept mathématique jamais appliqué, considéré comme étant farfelu, la dimension fractionnaire telle qu'elle est définie par Hausdorff. Alors, il s'agissait de dire quelque chose qui est le mot fract, parce que c'est un fractionnaire. Alors, ayant fait du latin, ayant un fils présent d'ailleurs à cette salle, et qui à l'époque faisait du latin, j'avais un dictionnaire latin dans la maison. Alors, je regardais sous le mot fract, et j'ai vu fractal, fractum et tout ça, et ayant fait du latin autrefois, peu, mais enfin assez pour me rappeler, je m'étais dit que le terme appliqué, façon, comment dire, traditionnelle, aurait été un fractum. Mais je me suis arrêté parce que je me suis dit, fractum, si je dis fractum, la foudre me tombait dessus. Les gens vont dire, il pense que c'est aussi important qu'un quantum, un truc comme ça, c'est un farfelu. Alors, pour éviter d'être insulté, j'ai cherché un autre terme. Alors, plutôt que fractum, je dis fractal. Dans mon premier livre, première édition, je disais fractum, ou plutôt fractal. Dans la deuxième édition, j'ai sauté fractum, qui est une erreur de jeunesse extrêmement brève. Alors, le mot fractal a pris de façon étonnante. C'est une chose très curieuse. Donc, j'ai vécu plusieurs vies en un certain sens dans divers mondes, et le monde de la néologie est très rare. Quels mots sont acceptés et quels mots ne sont pas acceptés? Alors, le mot fractal a été accepté avec toutes sortes de modifications bizarres dans toutes sortes de langues, mais il y a des exceptions. En tchèque, fractal a perdu tout contact avec la science et c'est devenu un terme de boîte de nuit, un truc comme ça.
Alors, il y a telle boîte de nuit qui est plus fractale que toutes les autres à Prague. Et c'est marrant, c'est formidable. Donc, un mot, dès qu'on l'a inventé, on ne peut plus rien pour. Très bien. Une autre question ici. Oui, je voulais juste revenir sur quelque chose qui me frappe souvent quand on regarde les films sur les fractales, et parfois dans votre discours, c'est que vous êtes un petit peu, et le film l'est un petit peu aussi, sévère sur les mathématiques académiques. Vous avez un petit peu raison, parce qu'ils ont été aussi sévères avec vous parfois. Et j'en profite pour vous remercier de l'ouverture que vous avez apportée aux mathématiques. Mais vous avez cité Hausdorff, Julia, Poincaré. Vous êtes un petit peu aussi le fils de ces mathématiques-là. Donc, bon, c'est juste pour apporter un bémol à ce qui est dit parfois, qui oppose vos théories, vos idées avec les mathématiques académiques. Après tout, certains des plus beaux films sur les fractales sont édités par une société qui s'appelle Écoute et Voir, je crois, et pour lesquels a participé à ces films des vrais bourbakistes, des gens qui faisaient partie de l'équipe de Bourbaki et qui se sont mis à faire comme vous et à vous suivre. Je ne sais pas si vous connaissez les films d'Adrienne Douady sur le lapin et les choses comme ça, que certainement dans la salle beaucoup connaissent. Hein. Voilà. C'est juste pour apporter ce bémol en vous remerciant encore. En fait, mes rapports à Bourbaki sont très compliqués parce que plusieurs membres importants de la compagnie ou que sais-je sont des amis et beaucoup de mathématiciens sont mes amis. Mais il est un fait que les gens de la génération de maîtres ont été d'une étroitesse d'esprit absolue en ce qui concerne mes travaux. Ils les ont complètement désavoués. Enfin, c'est pas de vraies maths, c'est des choses pas importantes. Et ça a été une belle bagarre. Et si je n'avais pas été, formé par ma jeunesse, l'époque de guerre, et ne pas me décourager, il y a mille occasions d'abandonner ça. Et si j'étais resté peut-être en France, ça aurait été plus fréquent de le rencontrer. Aux États-Unis, tout simplement, il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, j'étais professeur de mathématiques à Harvard, j'étais professeur de mathématiques à Yale pendant très longtemps, et le problème à Harvard existait parce qu'il y avait une ou deux personnes qui pouvaient me supporter, par principe. Et à Yale, il n'y avait aucun problème. Alors donc, c'est un problème qui est d'une part français plus qu'international, et d'autre part, qui, je pense, change beaucoup, en ce sens que Bourbaki, c'est fini. Enfin, c'était pas une chose pour l'avenir tout entier, c'était une chose pour une génération. C'est-à-dire que les problèmes psychologiques profonds qui se posaient en France juste après la guerre de 14 ont fait créer ça. La personnalité d'André Weil, bien sûr, était essentielle dans cette affaire. Il parlait d'une vie de 1000 ans, ils ont eu une vie de 20 ans. Et en ce moment, je ne pense pas qu'il y ait un problème Bourbaki. Donc, quand on me cite au sujet de Bourbaki, les citations anciennes sont peu dures, les citations récentes sont inexistantes. Ils n'existent plus pour moi. D'ailleurs, ils n'existent plus en général. Ils n'ont pas l'influence qu'ils avaient. Bien. Écoutez, on va être malheureusement obligé de conclure. Monsieur Mandelbrot, un immense merci d'avoir été avec nous ce matin.